Bienvenue à tous dans cette table ronde très très intéressante. Je vous propose un petit jeu des rôles pour commencer. Du coup, je vais recommencer. On va se remettre dans l'ambiance. Bienvenue à tous. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est IA Web 3. On se retrouve tous ensemble dans ces 21 septembre 2028. Vous savez, le monde a bien changé dans les 5 dernières années. Et j'ai invité avec moi 4 experts pointures avec qui on va revoir ensemble comment le monde a changé ces 5 dernières années. Je vous propose de les découvrir. Vous laisse la parole pour vous présenter. Bonjour à tous. François l'Espagnol, moi je suis conseiller numérique à la Chambre de commerce de Troyes. J'interviens notamment sur la partie sensibilisation et accompagnement des entreprises sur les différents enjeux du numérique. Donc l'IA et le Web3 sont des enjeux qui arrivent aussi dans les entreprises. En tout cas, c'est des sujets qui montent. Il y a plein d'autres sujets, donc on est un peu 360. Donc je ne suis pas une pointure en IA ni en Web3, mais en tout cas, je peux vous donner là un peu le témoignage des entreprises qui commencent à avoir des problématiques sur ces enjeux-là, ou en tout cas à se poser des questions autour de ces enjeux-là. Et c'est vrai qu'elles sont un petit peu dans le doute sur ces nouvelles choses qui arrivent chez elles, que ce soit en communication, que ce soit même dans la gestion de leurs salariés et de leurs collaborateurs. C'est aussi des questions qui se posent sur qu'est-ce que je fais avec ChatGPT pour pouvoir faire monter mes équipes en connaissance sur ces sujets-là. Et comment, au niveau de mon entreprise, j'utilise ces technologies-là pour gagner en productivité notamment. Mais se pose plein de questions derrière sur comment je fais pour gérer ça. À la fois sur la formation, je viens de le dire, mais également sur les usages que je peux retrouver. Et comment utiliser ces nouvelles techniques pour améliorer mon entreprise et son fonctionnement. Donc c'est des enjeux qui sont évidemment très importants aujourd'hui pour les entreprises. Elles sont bien au courant de ces choses-là. Et elles attendent aussi, de la part notamment de la Chambre de commerce, d'avoir quelqu'un qui peut les aiguiller sur ces sujets-là. Bonjour à tous, moi je m'appelle Sanolea Coty, je suis actuellement consultante IA chez Nbaya, qui est aujourd'hui une start-up qui construit des assistants métiers. Donc moi je serai un peu plus dans la partie plus active par rapport à Monsieur d'Espagnol, c'est-à-dire que moi je réponds directement et accompagne nos clients dans cette implantation d'IA, cette utilisation et cet apprentissage lors des réalisations de POC auprès de leurs au niveau de leurs besoins. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est vraiment une découverte de la question, l'accompagner sur leur vision sur le long terme avec l'IA et l'utilisation qu'ils en ont aujourd'hui et de manière active au quotidien. Donc, voilà. Juste pour préparer un POC, c'est un proof of concept, c'est un prototype. Voilà. C'est pas une barre de chocolat. Donc, ça marche pas. Ça marche pas. Alors donc, moi je m'appelle Denis Rothman. Donc je suis un expert en intelligence artificielle. Donc je suis consultant essentiellement et livreur depuis plus de 35 ans dans les grands groupes, on va dire 440 ou groupes internationaux d'IA. Donc j'ai fait de l'IA finalement toute ma vie. Et donc j'ai déposé des brevets d'encodage, des brevets de chat déjà qui ont tourné chez LVMH, des choses comme ça. Bon, donc ça, voilà. Alors j'ai une autre activité, c'est que j'écris des livres sur l'IA, dont le premier monographe sur le sujet, quand ça n'intéressait quasiment personne en Europe, y compris sur GPT, qui est sorti en janvier 2021. Donc je suis le premier monographe qui écrit sur les différents modèles BERT. Et donc ça fait beaucoup de ventes aux États-Unis et en Asie, c'est traduit en chinois, en japonais, en sud-coréen. Donc ça engendre forcément du conseil et des présentations. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour Martine. Voilà. Et donc je suis aussi bêta-testeur pour OpenAI. Et je fais du bêta-test chez Google sur Vertex AI actuellement. Voilà. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je viens de Suisse et ça fait environ 16 ans que je suis dans le domaine de tout ce qui est de la transformation numérique.
Et récemment, je m'intéresse en fait surtout au Web3 et à l'IA et surtout d'aspects, je dirais, éthiques et comme moi je m'appelle plutôt un stoïcien en fait du numérique, en fait de comprendre justement les outils en fait avant que ces outils nous contrôlent nous et justement comprendre en fait ce recul en fait sur tout ce qui touche en fait à la technologie et aussi comment je dirais recentrer en fait l'humain en fait dans tout ça. Alors vous l'avez vu, hein, on a du lourd avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai envie de commencer justement par toi, Neuilly. Comme tu le sais, en fait, on s'est vu la première fois, c'était en 2023, il y a 5 ans. Et on revient ici justement pour revoir ensemble comment ça s'est passé. Toi, avec ton côté justement éthique et surtout sociétal d'approche de la société, si tu voulais faire une petite rétrospection depuis 2023 de comment l'IA nous a aidé à comprendre et à faire évoluer l'essence de la conscience et l'autonomie du rôle de l'humain dans les marchés et dans la société du travail. Alors je dirais que je pense en 2028 on a mieux compris ce que c'est un jumeau numérique. Je pense que en 2028 on aura tous chacun un jumeau, je dirais, IA en fait dans le numérique et il sera lié justement à tout ce qui est lié à la Web3 en fait. Donc on aurait par exemple une IA certifiée blockchain pour dire c'est vraiment moi. Donc il n'y a pas de Noli en fait qui est avec une IA, donc il y aurait ma personnalité et je verrais qu'on pourrait tout à chacun vendre ou je dirais prêter ses services en fait à d'autres marques. On pourrait aussi voir des entreprises par exemple qui auraient leur propre IA en fait comme sorte de plugin et que on pourrait justement avoir ces transactions sécurisées avec une blockchain pour être sûr que toutes les informations qu'on donne en fait sur soi en fait de façon numérique va bien à l'entreprise, je sais pas, L'Oréal ou autre, et ça permettrait justement d'avoir une extension de soi en fait, je dirais éternelle, étant donné que ce serait de façon dans le cloud en fait. Très bien, merci beaucoup. Sanoléa, 5 ans que tu travailles avec les entreprises, comme tu nous dis. Maintenant, en fait, on est en 2028, hein, donc tu as accompagné plein d'entreprises. Est-ce que tu veux nous dire comment tu as vu ces 5 dernières années évoluer les marketing auprès de tes clients? Premièrement, une démystification. La première approche, c'est que beaucoup de personnes à travers l'IA ont peur. Qu'est-ce qui va advenir de mon métier? Est-ce que ça va me remplacer? Comment dans le processus métier l'IA s'intègre aujourd'hui? Donc il y a une grosse partie d'éducation où j'aurai accompagné mes clients. Ils seront beaucoup plus heureux parce qu'ils seront productifs et auront du temps pour eux. Beaucoup plus zen dans cette balance vie privée, vie professionnelle. Et on peut faire aussi beaucoup mieux avec beaucoup moins. Parce qu'aujourd'hui, les campagnes marketing coûtent très cher pour certaines entreprises en fonction de la globalité de la campagne. Et donc aussi un gain financier pour des petites startups ou des solo-entrepreneurs qui ont besoin d'une exposition, d'un point de vue marketing en tout cas. Je me permets juste de rebondir un instant au titre personnel. Nous, c'est vrai qu'en 2023, on avait des semaines très pleines, mais aujourd'hui, en 2028, on peut se permettre de travailler 4 jours par semaine. On est tellement mieux. Parfait. Denis. Voilà, donc moi je vais déjà parler de 2023 et puis après je parle de 2028. Donc moi je suis plutôt côté productivité et surtout sur le marché américain ou Singapour. Je travaille pas beaucoup honnêtement sur l'Europe, c'est États-Unis. Donc là, par exemple ce matin, voilà, comme Martino, il m'avait posé des questions. Je suis allé sur ChatGPT plus Data Scientist, donc c'est une partie particulière. Je charge une base de données que les personnes analysent aujourd'hui manuellement. Je lui demande de me faire une analyse de plusieurs millions de commentaires sur Amazon, sur la nourriture, sur les achats. Et il me déroule entièrement tout seul. On est en 2023, hein, c'est ce matin. C'est sur LinkedIn, je l'ai posté pour Martino. Et donc, il analyse tout seul, il fait l'analyse tout seul.
il l'écrit, il analyse les champs, il les décrit, il décrit à quoi ça sert, et ensuite il fait une quinzaine de fonctions, fait des distributions, des régressions, mais il écrit en Python, il écrit le programme en Python, il le fait tourner en Python, il affiche le résultat en Python, et il continue à la fonction suivante jusqu'au bout. Donc là, on est ce matin. Moi, je suis axé productivité. Donc là, je me dis, mon pose dit, je n'ai pas besoin, moi, dans mon entreprise, d'un data scientist. J'en ai plus besoin. Moi, j'ai besoin de recruter quelqu'un avec un DUT qui ne va me coûter pas grand-chose, face à un doctorant de quelque part, et qui va me remplacer je ne sais pas combien de personnes. Ça s'applique à l'informatique, ça s'applique au développement de programmes IA, ça se prend au programme de marketing. Vous allez sur Microsoft, c'est pareil. Donc, je dirais aujourd'hui, je pourrais remplacer, je ne sais plus, je ne dis pas une entreprise à Paris, où il y avait, je ne sais pas, 203. Comment ? Non, je dis pas moi, je ne dis pas le nom de l'entreprise que j'ai vue. Il y avait à peu près 1000 personnes. Je dis, moi, demain matin, je passe, vous mettez ces outils en place, il m'en restait 50. Donc, ça, c'est aujourd'hui. 2028, ça va se diffuser. Ça va se diffuser, mais monumentalement. Ça va arriver dans vos traitements de texte, dans Excel. C'est déjà fait aux États-Unis. Vous avez déjà Microsoft 360 Copilot qui est diffusé. Vous ouvrez votre outil de développement et il vous écrit votre code. Ça, c'est aujourd'hui. Donc, ce que je vais dire, c'est que ça existe aujourd'hui et ça va simplement se diffuser chez tout le monde. Donc, ça va faire que, à mon avis, dans les grands groupes du CAC 40, parce que moi, je ne connais que, malheureusement, ça va faire qu'ils vont garder des experts. Et tout ce qui n'est pas expert, ça va dégager dans des sous-traitants qui seront dans des fermes de développement où il y aura des geeks qui vont développer en une journée ce que faisaient 20 personnes avant. Ça va être vraiment des usines à développement. Et il restera des experts dans les grands groupes. Ça, c'est 2028. Et en parallèle, je voulais dire un autre scénario Martino, il y aura des entreprises comme les tiennes qui seront proches du client ou des gens de la chambre de commerce ou toi, où vous avez un rôle pour empêcher les petites entreprises et les moyennes de sombrer, quoi, de leur dire voilà comment vous allez faire, vous inquiétez pas, vous allez trouver d'autres marchés, il va falloir un matelas, et vous êtes le matelas, moi je suis pas le matelas, moi je regarde ce qui se passe de l'autre côté, c'est dévastateur sur le plan technologique. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire justement, Denis. Au dernier World Economic Forum, justement, on a eu quelques chiffres qui a parlé de, grossièrement, l'anéantissement de 85 millions de postes d'emploi. Et effectivement, ces 5 dernières années, on l'a vu, 85 millions de postes d'emploi qui ont disparu. Mais contrairement à ce que les gens s'attendaient, finalement, on en a vu 97 millions de créés. Alors, la réponse à ça, elle est très très simple. La réponse, elle est horrible, que je vais vous faire, parce que moi, ça fait longtemps que je suis sur le marché. J'ai déposé mon brevet en 1982. En 1982, Troyes était encore une des capitales de la bonneterie française. Vous êtes tous trop jeunes pour le savoir, mais moi, quand j'étais étudiant, ici, il y avait 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui travaillaient dans le textile. Et puis un beau jour, on a découvert que ça coûtait moins cher de produire ailleurs. On a dit aux gens, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir des formations de reconversion. Vous verrez que plus tard, vous allez avoir un autre emploi. À mon avis, il y en a qui cherchent toujours. Donc, si vous voulez, le beau côté, quand on vend de la technologie, c'est dire « Ouais, ça va être super, tu ne vas plus travailler. » Ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire ? Tu vas aller au chômage. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Tu vas faire une formation de reconversion. Oui. Alors, les emplois protégés en 2028, je suis en 2028. Moi, j'ai fait déjà le tour de mon quartier 15 fois. Emploi protégé maçon, couvreur, électricien, terrassier, tout ce qui s'occupe des jardins, horticulture, voilà, ça c'est hyper protégé. Non seulement ils ne savent même pas de quoi on parle, ils n'en ont rien à faire, pour ne pas dire des mots un peu plus grossiers. Donc, eux, c'est emploi protégé. Alors, tout ce qui touche un ordinateur, voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes. C'est ça l'horreur. C'est qu'il n'y a qu'une partie qui est reconvertie et une autre partie qui est laissée pour compte. Mais comme ce n'est pas glamour, on met un petit couvercle dessus. Où ils sont, les ouvriers textiles de l'époque, ils sont où ? Je ne sais pas où ils sont, moi. C'est leurs enfants qui ont un travail, mais pas eux. Merci beaucoup, Denis. Donc, on s'est
Si on était en 2023, en fait, on dirait aux gens de s'inscrire massivement à des CAP divers et variés, c'est ça? Pour moi, l'avenir, c'est le travail manuel. C'est trop sous-estimé. On est là, ouais, si tu rates tes études, tu vas aller au lycée pro, et puis tu vas faire menuisier. Attends, va demander la facture à ton plombier quand il vient te voir. Donc un ingénieur, ça gagne combien à Paris? Ça commence entre 2 et 3 000, mais vraiment les bons. Appelez votre plombier demain matin ou appelez votre électricien, vous allez voir. Pour moi, les métiers d'avenir sont des métiers physiques. Et ça, il faut complètement renverser la table, parce que eux, moi j'ai un voisin qui travaille dans le bâtiment, mais je me régale à le regarder. Il n'a rien à faire de tout ce qu'on dit ici. Ils mélangent de la peinture, ils font des peintures. Le week-end, il y a tous ces potes du bâtiment qui viennent, ça mange, ça boit, ça rigole et tout. Je suis allé le voir, je dis, mais dis donc, c'est cool ta vie. Parce que nous, dans le service, pourquoi tu te casses bien la tête, mon vieux? Tiens, tu veux pas une bière là. Donc je pense qu'on a surévalué nos métiers, qui sont des métiers un peu stressants, toujours la technologie. On a sous-évalué les métiers physiques d'artisanat, et on ferait mieux, parce qu'il en manque 60 000 personnes dans le bâtiment, il y a un travail phénoménal. Peut-être que moi, si je recommençais ma carrière, je serais menuisier de meubles, de choses comme ça. Il n'y a pas que l'informatique dans la vie. Hein. C'est vrai, c'est bien vrai. Super, super. Et peut-être simplement pour rebondir aussi sur ce qui a été dit et la vision en 2028 sur les grands groupes notamment que tu évoquais. Nous, évidemment, on travaille plutôt sur des petites entreprises, des commerçants, des artisans justement et des petites PME qui ont évidemment pas envie de mourir non plus, qui ont bien compris que ces enjeux-là les concernaient aussi. Ce n'est pas seulement les grands groupes, elles peuvent aussi se réinventer et réinventer notamment sur la partie RH est vraiment aussi importante pour eux dans le recrutement et dans la gestion de leurs équipes. Comment je motive mes équipes au quotidien, comment je fais pour les attirer dans ma boîte. Et l'IA peut être évidemment quelque chose d'important dans le recrutement, puisque en fait, ce qui va se passer, c'est que là, si on est en 2028, les compétences que je vais demander à mes équipes, ça va être d'être capable de pouvoir gérer ces IA, de pouvoir gérer ces scripts, ces prompts, et de pouvoir chapeauter un petit peu mes équipes marketing que je n'ai pas. Ce sera en fait une personne. Mon équipe marketing, ce sera une personne et qui pourra faire une vidéo pour mon prochain spot publicitaire ou mes posts sur mes réseaux sociaux, etc. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui en 2028. Et du coup, comment je m'adapte entre 2023 et 2028 à ces nouveaux enjeux pour les petites entreprises? Eh bien, ça va être la capacité dans le recrutement à pouvoir intéresser les gens à des missions peut-être plus sympas, plus diversifiées, avec plus d'autonomie. C'est ça qu'on entend aujourd'hui dans les recrutements, c'est je veux plus d'autonomie, je veux faire des choses un peu différentes. Et passer une journée à faire un compte-rendu d'une réunion Skype ou d'une réunion Teams qui a duré 1h30, ça ne m'intéresse pas, ça ce sera automatisé, ce sera diffusé de façon automatique. Tout le monde aura eu l'info et la bonne information qui aura été synthétisée en 2 lignes pour pouvoir avancer et pouvoir, moi, petite entreprise, dans le bâtiment ou commerçant, pouvoir me dire j'ai une équipe marketing qui tourne bien, j'ai aujourd'hui des stagiaires qui vont faire un peu des tâches un peu subalternes, demain c'est l'IA qui va me permettre de pouvoir rivaliser avec les grands groupes. Et tu parlais de grands groupes où ils sont aujourd'hui 1000 et demain peut-être 50 seulement. Et dans les entreprises, je pense que les petites entreprises pourront, et on le voit aujourd'hui ici avec ce salon, vous n'étiez pas nombreux à organiser ce salon, et en termes de communication, de fonctionnement, avec des équipes réduites, qui comprennent un petit peu ces enjeux-là, qui sont formés à ces enjeux-là, je pense qu'on peut faire des grandes choses et imaginer des choses de taille plus importante avec des équipes réduites, qualifiées et qui seront motivées par le résultat final et pas par le chemin par lequel elles sont arrivées à le faire, puisque ça, ce sera simplifié. Et elles auront accès à des technologies qui aujourd'hui sont complètement inutilisables pour elles ou inenvisageables en termes de budget. Elles en sont encore à essayer de se mettre au RGPD ou à faire une belle signature mail ou à éditer une facture et à se rappeler qu'elles ont édité une facture, etc. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, hein. Et Maxime peut en témoigner aussi, qui travaille à la Chambre de commerce. On en est, les enjeux d'IA à 5 ans, 10 ans, 20 ans, elles, ce qu'elles veulent, c'est déjà avoir un site internet qui fonctionne.
Elles veulent avoir une page Google avec plus que 2 avis négatifs. C'est ça les enjeux pour ces boîtes-là aujourd'hui. Donc, l'IA va leur permettre de pouvoir envisager un développement et envisager d'être staffées alors qu'elles ne le sont pas, de pouvoir se staffer grâce à l'IA et de pouvoir être plus ambitieuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, puisque toutes ces tâches-là, et on le voit encore il y a 2-3 mois, on faisait un atelier sur le numérique dans la région de Bar-sur-Seine, et un entrepreneur qui a son site internet et qui souhaite se développer, c'était dans la musculation, et ben, il me posait des questions sur comment j'utilise ChatGPT pour faire des pages produits, parce qu'aujourd'hui, j'ai personne pour le faire, je sais pas bien écrire, je fais des fautes, moi je parle avec mes mots de métier, etc. Mais faire des belles phrases, faire des belles descriptions et sortir des descriptions de mon fournisseur, ça peut me permettre d'aller gagner un peu des parts de marché sur Internet, d'être un peu plus visible. Donc je pense que ces enjeux-là, à la fois de visibilité et marketing, ça t'es bien placé pour le savoir aussi sur la partie marketing, mais ça va à mon avis au-delà, et en 2028 on sera plus sur comment j'intègre ces compétences-là auprès de mes collaborateurs et dans mon quotidien pour pouvoir gagner des parts de marché et exister encore. Parce que je suis 2 ou 3 personnes aujourd'hui et je peux faire le boulot de 40 ou de 50. Et elles ne seront pas nombreuses à avoir franchi ce pas-là. Elles ne sont pas nombreuses encore à avoir franchi le pas du numérique dans les usages, on va dire, qu'on utilise tous aujourd'hui. Il y en a encore plein qui sont évidemment à la ramasse, alors au-delà des artisans ou dans le bâtiment, mais même des commerçants, des petites entreprises dans l'industrie, etc., qui sont toujours pas prêtes au numérique de base. Ces entreprises-là, elles vont évidemment mourir si elles ne sont pas prêtes à former leurs équipes, à embaucher des gens qui sont prêts à aller dans ces métiers-là et à leur proposer autre chose que de faire des comptes rendus de réunion et d'assister à des formations en visio. Très bien. J'ai envie de rebondir personnellement, si vous me permettez. Et ben, moi, je me rappelle, en 2023, justement, on regardait Netflix. Et moi aussi, je regardais Netflix. Aujourd'hui, on regarde Holo Netflix, avec des hologrammes et tout ça. Et j'avais vu un passage dans une série qui s'appelle Dracula, je crois, Dracula ou quelque chose comme ça. Et à un moment donné, vous allez comprendre les liens, hein, ça va venir. C'est pas juste que j'ai envie de parler de ma série préférée, hein, je vous assure. Et à un moment donné, en fait, Dracula il se retrouve dans les temps modernes et dans un appartement moyen d'une personne moyenne, voilà. Et il commence à faire des compliments en disant vous avez l'air d'être très très aisé. Elle fait ah bon, oui, il fait chaud, on est bien, vous êtes à l'aise, vous avez de l'eau courante, il y a à manger. Et en fait, vous avez combien d'esclaves? 300, 500? Et cette personne, elle hallucine complètement. Bon, il finit par la manger. Enfin, pour lui, le sang, ça c'est une autre histoire. En fait, ça m'a fait travailler. Et je me suis dit, je connais les créateurs de la série, ils sont connus pour être assez réalistes, faire des propos complètement délirants. Et je constatais en fait qu'il y a effectivement une étude qui confirme ça. Aujourd'hui, en fait, nous avons un confort tel qu'il y a 400 ans, aurait requis au moins 600 personnes au service de chacun citoyen. Donc pour ceux qui croient que la productivité qu'on a aujourd'hui en 2028, c'est-à-dire faire le travail des 40 personnes, on s'est dit, très raisonnablement, en 2023, on se disait, c'est absolument impossible d'avoir un tel niveau de projection. Pourtant, l'histoire nous montre que oui, c'est tout à fait possible de faire fois 600 sa production. Et, étrangement, la société s'adapte. J'ai envie donc de rebondir justement sur 3. Comment est-ce qu'en fait a évolué par la suite dans l'espace digital les entreprises, comment est-ce qu'en fait, on le sait, en 2023, en fait, on avait des liens, on commençait à s'y intéresser, mais il n'y avait pas encore la culture de la création de la donnée pour l'exploitation à long terme. Du coup, on avait un problème où on créait des puissantes IA sur des données qui n'étaient pas fiables. Mais aujourd'hui, en 2028, on a résolu ce problème. Comment nous y sommes pris? Par la qualification de la donnée, tout simplement.
Toute donnée ne fournit pas un résultat probant dans tous les cas. Pour avoir un résultat, il faut une donnée qui est qualifiée. Et pour répondre à ta question, la nature n'aime pas le vide. Donc, C'était sur les données, sur la qualité des données. oui, sur la qualité des données, tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour produire quelque chose, c'est pas une question d'avoir des données en masse, mais plutôt la qualité de la donnée que j'ai aujourd'hui pour pouvoir travailler et obtenir, peu importe mon produit, des résultats de mon analyse, un prompt qui soit correct et qui soit suffisamment fourni pour pouvoir fournir quelque chose. Un exemple aujourd'hui, dans... Bien sûr. Merci, Denis. Comme ça. Ne t'inquiète pas. Mais par exemple aussi, cette donnée, c'est tout le combat des entreprises aujourd'hui, parce que c'est aussi philosophique. À quel type de données a-t-on besoin? Jusqu'où va-t-on d'un point de vue sécuritaire aussi? Donc c'est aussi une des questions qu'on voit avec les DSI lors des mises en place des proof of concept. Parce qu'eux aussi ont cette question-là, quel type de données ils nous fournissent, comment la donnée communique-t-elle, et c'est pour ça qu'on est obligé de la qualifier aujourd'hui. Il y a des processus, il y a des méthodologies, il n'y a rien d'uniforme actuellement où on pourrait dire que ce processus est applicable à tout le monde, c'est du cas par cas en fonction d'eux. Et voilà. Merci. Neuilly, toi qui es un expert aujourd'hui des technologies dégénératives, si tu te rappelles, en 2023, on a commencé à voir les premières implémentations open source. Je fais bien attention à ces termes. Quand je dis open source, je ne dis pas gratuit. Ce sont deux choses complètement différentes. Les débats, on ne va pas l'aborder ici. C'est subjectif, open source. Voilà. Et à cette époque-là, en fait, on a commencé à dire les grandes entreprises qui ont fait des grands investissements, voilà, il y avait encore, on était un peu répartis, si on veut, dans les schémas Web 2 dans lesquels ces technologies nécessitent des moyens colossaux. Et du coup, il faut encore revenir dans un schéma dans lequel il faut donner notre savoir à des grandes entreprises pour pouvoir tirer un service. Mais en 2023, on a vu l'essor de l'open source et on a vu l'essor du Web 3, quand même, les deux thèmes qui nous portent aujourd'hui. Alors, comment ça a évolué dans ces 5 dernières années, ces sujets-là? J'estime, je pense que, comme pour rebondir, en fait, j'aime bien utiliser l'analogie en fait, du film en fait, Mission Cléopâtre. Donc, pas de données, pas d'IA, et puis pas d'IA, pas d'IA. Donc, en fait, pour les entreprises, c'est le même principe. À mon avis, les données vont être propriétaires. Donc, les entreprises vont avoir leurs propres données qui sera bien sûr triées, etc., selon ce qu'ils ont besoin, parce que le souci, c'est que ce qu'on voit actuellement avec les applications comme ChatGPT, c'est qu'il y a des biais qui apparaissent, parce que c'est une black box. On sait pas trop en fait, personnellement, comment leur modèle tourne, et ça reste encore voilà, mais pour la personne lambda. Mais en soi, en fait, c'est que il y aura cette transparence, justement. Je pense qu'il y aura peut-être une personne qui sera, alors j'ai pas le titre exact, qui sera justement responsable justement d'avoir une supervision de cette donnée, et puis ensuite c'est clair de savoir qu'est-ce qu'il faut, après je pense que ça sera par la suite de savoir qu'est-ce qui est important d'être gardé, qu'est-ce qui est important d'être enlevé dans ces données, quelles données sont intéressantes pour l'entreprise ou pas. Et justement, il y a toutes ces questions à se poser, justement, à avoir une espèce de modus operandi, justement, sur comment on trie justement la data en fait, au sein des entreprises. Merci. Denis, je crois que tu voulais rebondir, c'est ça? Bon, alors je vais essayer d'être concis, mais il y a tel problème ici, c'est-à-dire que moi je fais les bêta-tests, donc je ne suis pas en 2028, je suis en 2023, et je vois ce qui est en train de se faire. Et je ne sais pas répondre sur le plan sociétal. Je dis tout de suite que moi je suis juste le geek de base, un peu bête. Il n'y a plus besoin de prompt. Donc quand vous dites qu'il y a besoin d'un prompt, il n'y en a plus besoin. Il y a pas, les prompts, maintenant je prends un texte, je vais dans une entreprise, je lance un truc, je pompe tout ce qu'il y a dans la boîte, il me fait les prompts, il fait les prompts, il ne me contacte toujours pas. Moi j'ai fait le programme déjà, je vous parle d'un programme réalisé, c'est un POC, c'est un prototype. Il prend le texte de la boîte, il fait le prompt tout seul, il lance
tout le plan de marketing tout seul. Si vous vous connectez à DeepMind, il peut écrire un journal tout seul. Si vous vous connectez à Microsoft Designer, pas la version web, mais il vous crée tout ce que vous voulez comme slide, PowerPoint, vidéo, etc. C'est un problème de données, mais il y a déjà 2 fonctions sur Vertex AI et sur OpenAI où ils corrigent déjà les données. Et il y a aussi les données synthétiques que vous pouvez déduire déjà de tout ce que vous faites. Ce qui fait que moi, je vois plutôt de l'industrie 4.0, pour ceux qui savent ce que c'est machine à machine. Moi, je vois de la machine à machine, parce que tout le monde dit oui, mais ça va être ton copilote, tu vois, et toi, tu vas le piloter parce que tu domines l'outil. D'accord. Bah, moi, je vous invite à aller, je sais pas, à piner quelque part dans l'eau et regarder un tracteur. Le tracteur, c'est le copilote de l'agriculture, mais il y a des millions d'emplois qui ont été détruits en 200-300 ans. Et moi, je ne suis pas dans une série, là. Je vais là-bas. Il y a un gars sur un tracteur avec son copilote qui a détruit des millions d'emplois. Donc, je vois, et je n'ai pas de réponse sur le plan société, conscience, rien. Donc, je balaye les textes de votre boîte, j'en tire les prompts. Des prompts, je crée un journal, je crée un site web. J'ai déjà demandé à créer des sites web, il crée tout seul en JavaScript et tout. Même le déployer en un clic sur Vertex AI, ils sont en train de chercher sur Google comment tu fais en 3 clics quand ils ne connaissent rien. Donc, sur Vertex AI, vous pouvez le faire, hein, vous y allez, vous allez voir, vous stockez vos données et tout. Bon. Donc, moi, je vois de l'industrie 4.0. Parce que moi, j'ai vécu l'IA, mais j'ai vécu aussi la destruction de tout le tissu textile de la ville et du pays. Donc, tout le monde voit de l'industrie 5.0, c'est-à-dire l'homme et la machine comme c'est beau. Moi, je vois du chinois, moi. Moi, je vois de la machine à machine, avec une machine, parce qu'on n'a pas parlé de Chine ici. Hein. C'est le numéro 1 mondial en IA quand même aujourd'hui. Il ne faut peut-être pas... Et ils imitent personne. Hein. Ils n'ont pas besoin, parce qu'eux, ils ont 1,4 milliard de données qui sont contrôlées comme ils veulent. Il n'y a pas besoin de passer des lois, il n'y a pas besoin ils sont bourrés de données de milliards, mais ils sont, je sais pas, on est des enfants à côté. Donc quand ça va déferler là, parce qu'ils arrivent avec Huawei gentiment et tout, alors là, je me retourne vers la chambre de commerce avec vous et je vous laisse vous débrouiller avec. Mais moi, pour moi, c'est des armes à destruction massive d'emplois, ça. Mais bon. Pour ajouter à ça sur la question de la donnée, ça vient en fait ça part aussi sur de la philosophie parce qu'en Europe, comme on a le bloc européen, le bloc asiatique et le bloc américain, c'est aussi une question de souveraineté de la donnée. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque bloc a sa manière de voir, sa manière d'interpréter. Et c'est pour ça que ce ne sera pas la même chose partout et c'est pour ça qu'on parle aussi de souveraineté parce qu'en Europe, ne voit pas la souveraineté de la même manière qu'en Asie ou qu'aux États-Unis. Donc par rapport à cette question-là, c'est le législateur qui a à prendre en compte. Et comme le droit évolue avec les faits, et ben, attendons de voir aussi ce que ça donne parce qu'on ne pourra pas non plus faire tout ce qu'on veut avec cette donnée-là. Merci beaucoup. François, justement, on va rebondir sur ces sujets-là. Les entreprises aujourd'hui, comme très bien tu l'as dit lors de ton passage, regardent ces technologies un peu d'un œil et se demandent un peu comment elles vont pouvoir l'utiliser. Se tournent vers les organismes gouvernementaux ou privés pour se faire guider, pour aider. Mais aujourd'hui, en fait, on sait que... voilà. J'aime bien ce que tu viens de dire. Pas de données, pas d'IA. De ton expérience et à l'accompagnement en fait, des TPE, PME de la région, comment en fait, vont aborder la nécessité du partage de données ou comment est-ce qu'on vont adopter le fait que pour s'inscrire dans ce système-là, il faut accepter de partager la donnée, il faut accepter de recevoir la donnée des autres et que d'autres vont recevoir notre donnée à nous. Disons que c'est un peu le même problème depuis les débuts d'Internet et du web, ou plus globalement, enfin même avant ça, c'est le partage d'informations entre concurrents potentiels. Et dans les petites entreprises, où par exemple, je prends un exemple de maisons de champagne, il y a très peu de communication effectivement entre elles sur ce qu'elles font, comment elles font. Elles ont peur de se faire piquer évidemment leurs bonnes pratiques surtout. Et ce qu'elles font, donc il y a très peu de transparence déjà de façon quotidienne dans leur métier.
L'IA ne va pas échapper à ça aussi. C'est-à-dire que si effectivement j'ai besoin pour développer mon entreprise ou pour aller un peu plus loin dans ce que je fais ou pour me faire monter en compétence mes équipes, de partager des informations, ça va évidemment poser un vrai problème. Puisque au quotidien, dans le fonctionnement de leur entreprise, c'est très opaque. Non pas pour des raisons de non-transparence, parce qu'il y aurait des choses bizarres qui s'y passent, etc. Et c'est simplement parce que le chef d'entreprise, lui, il pense d'abord à lui. Et si les autres n'ont pas se plantent, mais en tout cas, peu importe ce que font les autres, moi j'avance. Alors j'ai des syndicats, j'ai des choses, j'ai des chambres consulaires qui vont pouvoir s'occuper de temps en temps d'un problème, etc. Mais le partage d'informations est déjà une chose qui est assez compliquée pour elle au quotidien. L'IA, je pense, ne changera rien à ça. Elles sont déjà pas dans le partage. Donc l'IA, si elle ne voit pas l'intérêt à gagner des choses pour elle, ça va être compliqué de mettre ça en place et de partager ces informations-là à grande échelle, ou en tout cas par branche. Peut-être c'est des choses qui seront un peu plus envisageables au niveau peut-être justement des chambres, et c'est peut-être ça aussi l'avenir des chambres consulaires ou des institutionnels ou des boîtes publiques, c'est de dire effectivement il y a des choses qui sont en train de bouger, il va falloir qu'on bouge tous ensemble, et si on veut continuer d'exister demain, par exemple, si je reprends le vin ou le champagne, de pouvoir exister face aux Italiens, face aux Américains, face aux Chinois aussi, etc. Peut-être qu'il faut qu'on fasse ensemble, qu'on soit une force ensemble. Et peut-être que du coup, l'IA peut être une façon de mutualiser de la donnée pour derrière que chacun puisse en bénéficier. Mais à la hauteur d'une entreprise, c'est très compliqué aujourd'hui de partager ne serait-ce que déjà le fonctionnement quotidien d'une entreprise. Donc ces données importantes ou pertinentes, ça va être encore plus compliqué. En tout cas à l'échelle d'une entreprise. Ce qui peut être fait effectivement, et j'espère qu'on va plutôt vers ça, et peut-être que l'IA peut être un accélérateur de ça, de permettre de mutualiser un certain nombre de données à l'échelle d'une coopérative ou d'un syndicat ou d'une chambre ou d'une institution publique qui va leur dire si vous voulez continuer d'exister demain, il faut qu'on en passe par là, il faut qu'on mutualise un certain nombre d'outils, de bonnes pratiques pour qu'on soit plus fort demain et que notre métier et notre entreprise existent encore demain. Merci. J'ai envie d'ajouter juste une petite note personnelle. On parle souvent en fait de comment les informations on les collecte, comment on les traite. C'est un peu le sujet phare en 2023. Mais en 2028, on s'est posé aussi une autre question. Comment est-ce qu'on fait pour oublier ce qui est gênant? Et on sait qu'en 2023, il y avait des premières études qui avaient été commencées à être faites. Une nouvelle discipline qui s'est développée, le machine unlearning. L'étude de comment on fait pour enlever les biais et les informations gênantes dans la machine. Alors, Denis, comment ça s'est développé ces 5 dernières années? Alors moi, je reviens à 2023. Il sort toujours de mon jeu de rôle, hein, quand même. Mais oui, mais parce que le temps que ça arrive sur le marché, tu seras en 2028. Mais pour l'instant, tout ce qui est en alpha test et bêta test, ça met des années pour arriver à la surface. C'est comme un volcan. Donc c'est déjà réglé, ça. Donc il y a 2 techniques qui sont en route. Il y en a un qui s'appelle AdaTape, un autre qui s'appelle RAG. Et il y a des bases de données de connaissances. Enfin, je ne vais pas faire toute la technique, mais on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour contrôler la donnée en amont, faire une entrée dans le système, capter le résultat, l'augmenter, l'analyser et le réinjecter une deuxième fois, ce qui fait que parfois, quand vous êtes sur ChatGPT, déjà vous croyez qu'il ne traite pas votre input. Il a déjà été retravaillé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et vous pouvez en avoir la preuve en allant sur Microsoft Designer. Vous n'avez qu'à y aller, c'est ouvert, c'est gratuit. Tapez votre prompt, il ne va pas l'utiliser. Il va vous afficher en dessous une suggestion, mais cette suggestion, c'est en fait ce qu'il utilise. Mais il va l'utiliser en boucle 2 ou 3 fois jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui correspond à peu près statistiquement à ce que des millions de personnes ont déjà demandé. Donc la donnée, c'est fichu, mes amis, parce que déjà sur OpenAI, j'ai accès à des bases
je sais à peu près ce que tout le monde fait ici, parce que les gens qui vont sur ChatGPT ne le savent pas, mais c'est stocké dans des bases que les développeurs, nous, on a accès pour contrôler justement les résultats. On peut mettre 15 filtres en amont, on peut mettre des bases de connaissances, comme toi tu disais, et on fait les questions qu'à partir de là. Il y a vraiment des technologies, c'est fait ça. Maintenant, ce qui ne va pas, et là je reviens, je vous laisse vous débrouiller sur le plan philosophique et sociétal avec ça, c'est que je n'ai pas besoin, moi, que la boîte de champagne me donne ces données, moi. Mais j'ai l'IA, moi. La bourse de New York, déjà, fonctionne à une grande partie automatiquement en pompant tous les sites. Ils vont sur des tas de sites, ils vont dans des bilans, ils regardent ce que les gens achètent, le fournisseur. Qu'est-ce qu'il a acheté, votre boîte de champagne? Il achète quelque part des choses. Moi, je sais ce qu'il achète. Il va acheter la liqueur pour mettre un coup de liqueur. Mais il l'a acheté où? C'est sans son bilan. Donc, je vais pomper son bilan, je vais tout pomper et je vais reconstituer un ghost profile. Et je vais refaire des produits, je vais faire du reverse engineering sur tout ce qu'il fait. L'IA, vous le voyez toujours du côté gentil, moi je le vois du côté pomper. Vous allez sur YouTube, il s'en fiche de comment vous appelez. Il regarde vos habitudes, il compare à d'autres habitudes, il peut trouver votre âge, il peut presque faire une photo, comme un peu ton logiciel. Par exemple, ma question préférée, j'en finirai là-dessus, c'est, t'es sur Facebook? Ah non, moi je ne suis pas sur Facebook, moi, parce que moi, ma vie privée, je dis, bah bon, mais pourtant Facebook te connaît parfaitement, parce que tu as des amis qui t'ont pris en photo, ils sont sur Google, tous ces gens-là, les données, ils se les vendent, ils se les revendent, ils revendent. Donc on va tout trouver, il n'y a pas de vie privée là. Et ce que je vois, moi, personnellement, pour ça que je suis à peu près, on dirait, un cégétiste quand je parle de l'IA. Alors, je suis un passionné de l'IA, j'adore ça, je fais ça toute ma vie. Mais moi, ce que je vois, c'est pas beau. Hein. Tout le monde a l'air gentil ici. Mais moi, je vois tout ce que les gens ils font la nuit et qui tapent sur des sites. Et tout ça, on doit le filtrer, nous. On est des bêta-testeurs, donc on doit regarder les horreurs qu'écrivent des gens. Et l'imagination humaine en matière d'horreur, je peux vous garantir que ça dépasse l'imagination. Ou les reviews, les gens qui font le support. J'ai fait un truc de support pour une formation le mois prochain, je l'ai presque regretté. Mais les insultes que les gens envoient aux entreprises, il y a un côté extrêmement moche de l'être humain. Et puis on est obligé de regarder ça, nous, pour les filtrer. Donc en fait, il n'y a pas de secret, on sait ce que tout le monde fait. Quand vous signez sur Google, il y a un truc qui dit qu'il y a un robot qui le lira d'une manière. On sait tout. On sait tout ce que vous faites et on peut tout reconstituer où vous allez en fonction des messages. Vous le savez bien, que vos pubs et tout. Donc la donnée, c'est fini. Et puis ça me rappelle une autre image, je finirai là-dessus. Allez sur l'avenue Pasteur ici. Il reste combien de petites boulangeries? Il reste combien de petites boulangeries en dehors de Gerbe d'Or et pâte à pain et ils sont où là? On leur a dit il y a quelques années, faites du pain artisanal, vous allez voir, ça plaît et tout. Bah oui, là, ils sont au chômage là. Donc moi je dirais d'une manière utiliser l'IA bien entendu en écoutant des personnes bien plus qualifiées que moi sur le plan sociétal, mais méfiez-vous sérieusement de cette technologie. Ça va être compliqué d'enchaîner après ça. Ayez de l'espoir, vas-y. Oui, non mais pour rebondir encore sur ce que tu disais, moi je comprends ta vision plutôt négative, ou en tout cas plutôt pragmatique. Et oui. Je dirais même que c'est les paroles du PDG. Oui, tout à fait. OpenAI, hein. Il a été au Sénat américain, il a dit exactement tout ce que je viens de dire. C'est le PDG, hein. Il y allait, Sam Altman est allé au Congrès américain, l'ont interviewé, il a dit faites des lois. Il y allait, le PDG de Sam Altman ne dit pas autre chose que moi. Vous pouvez même aller sur le site, il y a un article de 15 à 20 pages qui dit exactement ce que je dis en pire. Donc il dit, mais méfiez-vous de nous. C'est le PDG ce qui dit ça. Il est allé au Congrès, faites des lois. Donc moi, je ne suis pas négatif, j'écoute ce qu'il dit. Non, mais très réaliste, sans problème. Mais effectivement, tu disais l'artisan, les métiers des mains, de la main, etc., vont pouvoir prendre ce contre-pied-là. C'est déjà le cas aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les boulangeries, tu parlais de boulangerie, il y a quand même un retour à l'artisanal et au fait main et à la petite boutique et aux artisans et à la mutualisation. Alors ça passe peut-être par la mutualisation des moyens, parce qu'il faut des moyens, il faut un local, il faut des machines, etc. Mais l'humain, effectivement, par rapport à tout ça, c'est toujours adapté. Les entreprises se sont toujours adaptées. Il y en a qui meurent, il y en a qui se créent. Peut-être que ça va plus vite d'un côté comme de l'autre aujourd'hui.
ça monte aussi plus vite, puisque ce que je disais tout à l'heure et ce qu'on voit aujourd'hui avec les résultats, on va dire, concrets de ce qu'on peut faire aujourd'hui. On n'est pas effectivement en Chine ou aux États-Unis à penser à 2050 ou à des milliards de données et de choses, d'applications. Là, concrètement, les entreprises ont des vrais besoins et peuvent se développer plus rapidement grâce à ça, concrètement. Peuvent bénéficier d'un support technique, logistique, intellectuel, de données qui est beaucoup plus large qu'avant. Celles qui s'en servent aujourd'hui font des choses assez bluffantes, et on le voit même effectivement dans les entreprises qu'on accompagne, celles qui ont compris et celles qui sont passées à l'utilisation, on va dire, un petit peu plus poussée de ces outils-là. Alors on parle surtout d'IA générative aujourd'hui, mais eh ben, elles sont capables de survivre et de proposer une expérience à leurs clients en étant en local, mais en ayant une communication ou un positionnement qui soit plutôt une grande boîte ou une grosse structure. Donc je crois que peut-être ça peut passer par là aussi pour elle. C'est le côté artisanal, local, mais avec des moyens de grosses structures qui permet d'avoir le meilleur un peu des deux mondes. Peut-être finir là-dessus, c'est pas mal. C'est une note positive. Neuilly, du coup... Alors moi, justement, pour rebondir justement sur cet aspect, je dirais, de création destructrice, ça me fait un peu penser au discours du designer d'Apple quand il avait sorti la première Apple Watch, disant que bah voilà, l'Apple Watch est là, ça sera la fin des montres suisses. Et ça, c'est environ, je pense, environ 10 ans, et pourtant, bah, les montres suisses se portent pas tout autant mieux comme avant, en fait. Et je pense, c'est comme l'idée, justement, il y a cet aspect artisanal, en fait, beaucoup, parce que je pense, pour faire une montre à mouvement, quand je suis allé dans les ateliers, justement, quand ils sont en train de montrer les montres, en fait, à la main, au microscope, je me vois difficilement un robot le faire, justement, avec une telle précision, en fait, de remonter, etc., toutes les montres, encore les ouvrir et toutes les garanties. Donc je vois pas encore, peut-être que ça arrivera un jour, que justement un robot ait cette précision qu'un humain a. Donc après, je dirais qu'il y a toujours un espoir. Après, c'est clair, ça demande de réinventer, peut-être de façon plus intelligente, de revoir peut-être le travail de façon peut-être plus intelligente, que ce soit une PME, etc., justement avec ces outils-là, en fait. Peut-être de transformer la PME, d'être dans un secteur ou une nouvelle approche que peut-être qu'eux n'ont pas pensé avant. Je vais quand même faire une note positive. J'allais justement rebondir sur quelque chose qui est assez personnel, Denis. Ouais. J'ai commencé à faire des conférences autour de l'intelligence artificielle il y a à peu près 3 ans, grossièrement. Moi, je suis conférencier depuis 8 ans. Et en plus particulièrement, j'ai commencé à porter un terme que je ne sais pas s'il a été déjà utilisé par d'autres, mais au moment où je l'ai utilisé pour la première fois, je l'ai forgé. Peut-être que je ne suis pas les premiers, j'en sais rien. Donc, en toute bienveillance, je crois l'avoir forgé. Je ne sais pas si c'est le cas. Et j'ai commencé justement à parler. Bon, tout le monde connaît enfin, tout le monde connaît, non. Tout le monde a déjà entendu parler en fait de la différence entre intelligence artificielle et intelligence générale artificielle, la fameuse AGI. Donc, qui est donc la capacité clairement d'y réfléchir, non seulement d'obéir à des ordres, en fait, ce que tu nous as dit, justement, le fait, la possibilité de lui donner une masse importante de données et de générer elle-même les tâches qu'elle a besoin pour résoudre, donc faire du travail qui est de la déduction et de l'inférence, juste en 2 secondes de ces 2 termes. L'inférence, c'est la capacité même humaine d'appliquer ses connaissances pour en sortir, en fait, des informations. Donc c'est la connaissance, les informations. La déduction, c'est l'opposé. Ce qui est plus naturel pour un cerveau humain. En fait, on a des informations, on a un déduit. Donc les règles qui régissent les informations qu'on a sous les yeux. Donc la grande majorité des intelligences qu'on a aujourd'hui, intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, fonctionnent par inférence. C'est-à-dire, on parle souvent de faire un processus d'inférence. On va commencer à parler d'intelligence générale artificielle lorsqu'en fait ces intelligences-là vont commencer à s'approprier les principes de déduction. Et ça commence, voilà, clairement, ça commence grâce à cette compréhension massive du langage et que la grande majorité de la connaissance humaine est basée sur la transmission. Donc nous, on a mis à disposition de ces machines tout notre savoir. Hein. C'est incroyable tout ce qu'on a fait. Donc il y a de quoi se questionner sur le fonctionnement interne du cerveau lui-même, en fait, finalement.
Et j'ai commencé à dire, en fait, OK, on crée des modèles géants, hein, sous le principe de centralisation massive, mais ici, on parle de Web3. Et les Web3, c'est la direction opposée. C'est littéralement la décentralisation. Et je commençais à parler justement du principe de PAGI, avec un P devant. Et CP, en fait, moi j'appelle ça les personal. Donc Personal Artificial General Intelligence. Une intelligence, en fait, qui nous assiste et qui nous rend l'humain augmenté. Donc au lieu de nous remplacer, on va avoir à un moment donné la possibilité, selon ma perception, je commençais il y a à peu près 2 ans à faire dans plusieurs universités d'Europe, et la possibilité d'avoir des intelligences générales, donc qui vont nous aider à la fois dans la déduction et à la fois dans l'inférence des idées, mais pour nous-mêmes, portatif, personnel. Donc c'est hors du programme que nous avons vu ensemble, mais j'ai envie de vous stimuler là-dessus. Alors là, c'est beau. Donc j'en profite pour dire quelque chose de positif, que je nuancerai ensuite. Donc dans le domaine médical, ce que tu dis existe. Aujourd'hui, il y a des soins par les oncologues qui arrivent à faire des prévisions de personnes qui auront des choses et prévoir et adapter les traitements. J'ai été modérateur moi-même au congrès d'oncologie il y a 2 mois, donc c'est extrêmement positif. Je n'ai vu que des chercheurs, mais vraiment éthiques, et tout ce qui est beau. C'est magnifique. Alors, je peux vous dire que là, de toute façon, le domaine médical, c'est quelque chose de beau par définition. Bon. Alors maintenant, ça c'est le positif. Le deuxième truc positif, parce que j'ai essayé de l'être, c'est tout votre discours à vous, artisanal, parce que ça rassure. Parce que ça, pas le discours aux États-Unis. Donc, en Chine, donc ça, j'ai le discours européen, français, qui est très, très beau. Et ensuite, moi, je reviens aux grands groupes qui, aujourd'hui, avalent groupe par groupe tout. Par exemple, si vous allez, on parlait médecine, vous allez à la polyclinique de Saint-André, là, ça appartient à Elsam. Vous regardez qui sont les actionnaires de Elsam, c'est Blackstone. Vous avez trouvé des mêmes groupes, vous avez trouvé 10 groupes dans le monde qui ont presque, je ne sais pas combien d'actifs, j'irai pas voir. Donc ce sont des rouleaux compresseurs qui vont continuer tout ce que je vous raconte depuis le début. Alors la note positive, c'est qu'il n'y a pas assez de microprocesseurs. Il y a un très gros problème de GPU. Ça coûte extrêmement cher. Donc tous ces trucs qu'on raconte là, on dit OpenAI, mais ça coûtait 1 milliard. Rien que pour faire un run sur un truc, ça coûte 10 milliards pour en faire 10. Donc ils sont bloqués. Et même quand on aura baissé tout, il n'y a pas assez de processeurs. Donc les Chinois maintenant font leurs processeurs. Les Chinois vont bloquer le marché. Le marché est bloqué actuellement. Il n'y a plus personne qui communique sur cette planète, d'accord? Donc la chaîne d'approvisionnement est rompue. Vous n'avez pas de médicaments. Vous n'avez pas remarqué qu'il manque des médicaments? Il manque des médicaments, il manque de tout. Il manque de tout. Vous commandez du bois, vous n'avez qu'à commander du bois. La chaîne logistique est rompue. Donc ce grand progrès humain, il est ralenti. Puis un autre truc qui s'appelle le changement climatique, qui fiche régulièrement des paniques générales. Donc rassurez-vous, la nature se venge. Donc ça va ralentir, ralentir terriblement. Et puis il y a des trucs que j'adore en France, parce que moi je suis franco-américain, et je me balade des 2 côtés, c'est la grève. Les Français ont une arme fatale pour se protéger contre les technologies, la grève. Ça a une moustache, Martinez. Mais c'est beau ça, vous allez voir le jour, il va s'opposer à des technologies où celle qui la suit, cette dame qui la suit, je l'adore elle. Parce qu'elle met des grains de sable dans tout ce mouvement. Donc il y a toujours des mouvements humains qui vont stopper ça et qui vont à la base casser le truc, ou une entreprise qui va faire la grève, qui va tout péter. Donc je pense que l'aspect humain tel que vous le voyez, idéalement ça marche, mais je crois qu'on est dans un pays révolutionnaire ici, de base, de culture, c'est de naissance. Et que ça n'est pas qu'ici, vous allez en Italie, même en Allemagne. Moi, je pense que l'être humain, il ne va pas accepter ce que je vous raconte. Il va à un moment donné comprendre que derrière tout ça, on est en train de... Ça va péter, mais gentiment. Et les gens vont reculer, et puis il y aura des lois. On va dire, bah non, là, vous ne mettez pas tant de robots. Là, vous... Pour moi, ça va finir comme ça. Vous n'avez pas le droit d'utiliser plus de robots. C'est la législation, comme toi, tu l'as dit tout à l'heure, qui va couper court à ça en leur donnant, comme les RGPD, des quotas. Tiens, vas-y. Positif. Oui, Neuilly, vas-y. Positif. Non, je pense que ce sera une balance entre les deux, justement. Je pense qu'il y aura un certain moment où les gouvernements ou les législateurs, justement, ils vont peut-être se dire...
ou les humains eux-mêmes, je pense qu'ils vont voir qu'il y aura un trop gros déséquilibre. Puis généralement, la nature n'aime pas le déséquilibre. Donc c'est soit ça finit en clash, ou c'est soit il y a des personnes qui vont être forcées justement à un équilibre, en fait, soit en mettant des quotas dans les entreprises, où il faudra, je sais pas, c'est 50% d'humains et 50% d'IA. 1% d'humain, parce que 1% d'UA, ça suffit à déjà... Voilà. Donc je pense qu'il y aura des quotas, en fait. Et sûrement, il y aura peut-être le débat du revenu universel qui va peut-être revenir, parce que qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui peuvent pas s'adapter, soit parce qu'elles sont trop âgées. Il y a aussi ce problématique des personnes qui ont plus de 50 ans, qui ont de la peine à retrouver du travail déjà maintenant. Et il y a aussi des personnes qui n'ont peut-être pas assez de fibres, je dirais, informatiques déjà. Alors ça, moi, le revenu universel pour ça, mais c'est une horreur ce truc. Donc tu vois, toi, tu es un petit nul. Donc tu vois, toi, tu peux pas gagner 3 000 à 4 000 euros par mois parce que toi, tu captes rien. Mais nous, on va te donner un revenu universel, je sais pas, 1 500 euros. Mais tu pourras pas voyager comme moi, qui suis ingénieur IA, tu pourras pas aller au Maroc. Non, toi, tu es resté chez toi avec ton revenu universel. Donc on va créer une société... on va vers peut-être autoritaire, j'en sais rien, mais on ne peut pas faire ça des êtres humains. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces histoires d'artisanat, de rouvrir des boulangeries, peut-être virer certains tracteurs. Moi, Donc si on retient en fait effectivement... Ou faire un du métier, Martino, comme de Martino, aller dans des petites boîtes. Moi, je crois à l'artisanat, moi, revenir à la terre, au truc de base. On est un peu déraillé, là. Donc La si on planète est un note, peu déraillée, si on là, note quand la même. société à l'issue de l'IA au bout de 5 ans, c'est un retour au métier du territoire. Voilà. Ou encore, justement, on peut peut-être voir des métiers justement liés, par exemple, à la terre, justement, l'entretien des forêts, par exemple, pour éviter, étant donné que le climat avec les sécheresses, donc ça peut, ou sinon, faire des reconversions dans ce domaine-là, en fait, peut-être former les personnes en contrepartie, vous avez ce revenu, mais vous... Non, on baisse pas le revenu, mais il y a une contrepartie, en fait, c'est simplement... Il a une maison, il a des enfants, tu vois, dans la forêt. Non, en tout cas, je pense, après, c'est tout un débat, justement, sur une contribution, je dirais, à la société en général. Ces métiers qui ont disparu ou ont été transformés. Alors moi j'ai envie de dire, on a un panel magnifique et on a aussi un public très attentif. Clairement, je vous vois, c'est fantastique. Ça serait dommage de ne pas prendre le temps de vous laisser prendre la parole pour que vous puissiez les interroger à ce qui vous brûle sous la langue. Ok ? Alors j'ai vraiment envie juste de donner une toute petite conclusion personnelle et j'insiste sur le fait qu'elle soit totalement personnelle et puis je vous propose de poser au moins une question à chacun de nos intervenants. Donc petite conclusion personnelle, il était déjà des temps d'Aristote que les grands experts disaient que les nouvelles technologies et les nouvelles connaissances auraient été la déchéance de la société à venir mise entre les mains des responsables de nouvelles générations. On a quand même survécu à la bombe nucléaire. J'ai envie de dire, les risques est bien là, mais nous sommes programmés pour la survie. L'être humain est programmé pour garantir la succession. Et on va y arriver encore cette fois. Aux questions ? Bonjour. C'est pas vraiment une question, mais finalement, ce qu'on ressort de cette nouvelle technologie qui apparaît un peu plus ces dernières années, c'est que c'est l'être humain qui restera décisionnaire de ce qu'on en fera. Que ce soit le cadre légal, réglementaire ou n'importe quoi. Quand on va arriver sur des excès, que vous pouvez voir, monsieur, de l'esprit humain, la bombe atomique, l'électricité, la poudre, c'est des bonnes utilisations au départ, une bonne idée, mais c'est l'être humain qui l'a perverti. Donc finalement, on en tirera les leçons dans quelques années quand on aura déjà fait des erreurs, comme pour chaque chose. Mais nous sommes en 2028, on a déjà tiré les leçons. Oh, c'est peut-être un peu tôt où on commence juste à faire le constat de tout ça, mais c'est une technologie qui amènera probablement beaucoup de bonnes choses. Vous parliez des robots. Ils font de la neurochirurgie, les robots, à la place de nos neurochirurgiens. Ils sont meilleurs que nous en précision. Ils vont prendre le pas sur plein de choses, mais ça doit être un atout. On doit le prendre comme tel. Si l'être humain reste bienveillant et cherche à survivre, on s'en sortira. Si on tombe encore sur quelques esprits un
hein, un peu perché, bah, il en fera n'importe quoi avec. Mais c'est un outil extraordinaire. Après, pour revenir sur les économies qui s'écroulent, il faut quand une baleine meurt, elle entretient 30 ans d'écosystème au fond de la mer. Donc elle fait vivre aussi un écosystème et elle crée un écosystème. Donc peut-être que la disparition de certains corps de métier en ouvriront d'autres et c'est comme ça qu'entre guillemets on survivra et que ça continuera d'avancer. Petite réflexion. C'est pas vraiment une question. Si je veux rebondir justement sur cette réflexion, François? Non, simplement par rapport à cette question-là, c'est peut-être aussi un problème. En fait, là, l'échelle est tellement importante. On parle effectivement d'histoire et de ce qui s'est passé dans l'histoire, les différentes révolutions qui sont arrivées, etc. Là, c'est vrai que l'échelle paraît complètement démesurée. Et je pense que c'est aussi ça qui fait peur, c'est une question d'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des milliards qui sont dépensés tous les jours là-dedans, c'est des milliards de données, c'est des milliards d'êtres humains qui sont traqués, suivis, etc. Ce qui était impossible de faire il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 100 ans, ou il y a 1000 ans. Donc je pense que le problème de l'échelle aussi est quelque chose d'important. L'humain, effectivement, c'est s'adapter, mais cette échelle-là est tellement vertigineuse que le retour sera d'autant plus fort et peut-être encore plus rapide sur justement le côté local, artisanal. J'échange avec mon voisin et en fait je fais des micro-sociétés en dehors de ce monde qui va si vite et sur lequel on ne comprend rien. C'est surtout la compréhension, en fait, je crois que c'est Jean-Marc Jancovici qui parlait de ça, on ne comprend plus rien à aux technologies qu'on utilise, un téléphone, un GPS, etc. On ne sait plus du tout comment ça fonctionne. Ça fonctionne, ça nous permet de faire 50 000 choses. Et les entreprises, au final, elles sont un peu plus dans cette échelle-là, c'est-à-dire elles essayent de faire comprendre de comprendre ce qu'elles font, de le rendre visible et de le rendre attractif à une échelle qui est beaucoup plus rationnelle, plus petite, et qui permet aussi aux autres de le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, j'utilise ChatGPT, je ne comprends pas comment ça fonctionne et je n'ai pas envie de m'y intéresser. Il y a des cerveaux plus brillants qui le feront à ma place. Moi, je l'utilise pour me faciliter une réunion, pour me faciliter un compte-rendu ou pour me donner des idées quand je suis un peu en panne d'idées. Et je pense que les entreprises ont bien compris ça aussi, que c'était un outil comme un autre, au même titre qu'un site internet, que les réseaux sociaux, etc. Ça peut les valoriser, ça peut leur permettre de créer du lien plus facilement avec leurs clients ou avec leur territoire, mais qu'elles en reviennent quand même aux liens forts qu'elles créent en local avec leurs clients, avec leurs fournisseurs. Et je pense que c'est plutôt une question d'échelle et que plus d'un côté la balance va très vite et à une énorme échelle, plus on va vite retourner aussi au côté local et hors des ordinateurs, hors de tout ça. Alors donc si on fait la synthèse de ce que tu disais là, et plus là, alors c'est évident, et ce que tu dis toi, l'être humain est câblé pour la survie. Mais pour sa survie. C'est pour ça qu'il y a des guerres. C'est parce que moi je veux survivre face à l'autre, donc je vais le détruire parce qu'il menace ma survie. Donc il y a aussi le facteur climatique, parce que ça on n'en parle pas, c'est 10 fois plus important que notre conversation. Donc moi je pense que si on fait la somme, ça va aller mieux. Mais il y aura des sacrés dégâts. Moi je vois ça en centaines de millions de morts. Moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le climat ça va être bien, mais quand il y aura 100 millions de morts, là il y en a 10 000 en Libye, un de ces quatre ça va être 1 million, ça va être un truc en Inde. Quand il va y avoir 60 degrés, il y a 60 degrés plusieurs fois en Arabie Saoudite, il va y avoir des gros dégâts. Et l'être humain, effectivement, il s'adapte. Mais il s'adapte quand il tape sa tête dans le mur. Donc à ce moment-là, il va avoir des gros retours en arrière. Il y aura des tas de gens qui vont survivre, être contents, mais j'espère que je ne suis pas dans le lot des dégâts, c'est tout. Donc c'est clair. Il y a de l'espoir, parce que il y aura des êtres humains. Si Denis nous dit qu'on va survivre, c'est qu'on va vraiment survivre, là. Hein, on est déjà en 2028. Donc je vous propose une dernière question. Il nous reste le temps pour une dernière question. Bonjour Philippe, merci pour votre discussion. J'ai une question sur ce qui se passe en ce moment en Californie, qui touche le monde, et notamment au travers de ce qui se passe à Hollywood. Au niveau français et au niveau de Troyes, par exemple, on est dans cette belle région. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme destruction là, dans les prochains mois, que l'IA va changer pour nous tous et qu'on va voir aux 20h dans les prochaines semaines. Oui, on parlait de la grève. Oui, absolument. Ouais, ça, je suis ça très très bien. Oui, oui. Oui, bah, donc oui,
l'IA est en train de détruire totalement le cinéma, peut-être. Bon, la vérité, c'est simple, c'est qu'on peut écrire un script sans le scénariste. Alors les scénaristes disent « je ne veux pas que vous me donniez un scénario déjà fait par un système et que moi je dois passer mon temps à corriger les erreurs ». Sauf que le système, de mois en mois, il commence à prendre des tas de scénarios et maintenant on ne voit plus la différence parce que vous pouvez rentrer « act as Brad Pitt », machin, bon. Alors, donc ça c'est très négatif. Ensuite, moi l'autre jour j'ai recréé une image de Brad Pitt que je peux, comme toi tu as fait avec ton système, voilà, très bien, que j'anime en vidéo et que je peux lui mettre sa voix, parce que sa voix, je peux la reproduire. Je dis que c'est catastrophique sur le plan création, que ça devrait être interdit. Donc, c'est pas très compliqué. Les œuvres, c'est pas une œuvre d'art, ça. C'est une machine. Ah, la machine, elle a fait le tableau, il est beau. Non, c'est une machine qui a fait ça, mon gars. T'es cinglé ou quoi là? Donc, moi, j'interdirais purement et simplement l'utilisation de l'IA dans un domaine créatif. Mais à qui possède les grands studios? C'est pas nous. Donc ça va y aller. Hein. Les films d'animation. Pour moi, je sais pas, moi, je suis dans mon petit coin, je regarde, musique automatique, tableau automatique, c'est pas de la créativité, ça. Bah oui, mais je fais un prompt. Bah oui, mais on n'a plus besoin de toi pour faire le prompt. Donc, je dirais que je vois pas ça dans l'aube, parce que la France a une chance extraordinaire, elle a un retard, mais phénoménal sur le plan intelligence artificielle. Mais c'est pour ça qu'on fait ces salons. C'est génial, mais il faut pas le faire. On le fait pour ça, justement, pour faire rencontrer les talents. C'est génial, les Français, ils s'en fichent. Quand je vais dans des dîners, oh, mais arrête avec tes conneries, tiens, bois un peu de Chablis, là, bon. Donc c'est génial, la France, il faut qu'elle reste la France, elle est très très bien, la France. Et peut-être que la France, grâce à des pour pousser l'artisanat, les petites boîtes, avant que l'orage arrive et que ce soit trop tard. Moi, je pense pas que ça arrive à 3. Moi je vois pas les trucs. J'ai jamais vu légèrement différent. Il est bien l'esprit français. Il se révolte. Il en veut pas de ça. J'ai un avis légèrement différent sur lequel je suis désolé en tant que modérateur, je m'approprie la conclusion des fins. Ces salons existent pour ça. Nous sommes là justement pour que vous voyez que les talents est bien présent. Il y en a ici. Il y en a juste à côté de vous. Vous pouvez construire l'avenir dès demain, aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, j'ai littéralement le 21 septembre. Je ne dirais pas quelle année. Et non, 2023. Et je vais juste conclure sur une petite observation que nous avons vue après l'arrivée des Frères Lumière, la photographie et le cinéma. Une révolte de la part des artistes peintres qui disait que la photographie enlevait tout l'intérêt artistique et que la reproduction était parfaite. On a eu l'impressionnisme qui a essayé justement de s'approprier ce qui était rendu ultra réaliste, et déjà avant et après. Et on a vu la peinture qui a essayé d'imiter la photographie, et puis on a eu la photographie qui a essayé d'imiter la peinture. Et finalement, en fait, la photographie est devenue une art à part entière. Alors, il y a de l'espoir. Je voudrais Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. J'ai aussi un dernier message, et c'est plus un encouragement pour les petites entreprises. Sachez qu'aujourd'hui, pour mettre en opposition avec les grosses GAFAM et pour avoir la chance, l'innovation vient des petites entreprises. Aujourd'hui, les GAFAM sont prêtes à vous racheter et recherchent ça parce que de leur structure et de leur fait, eux ne sont pas là pour innover. Ils sont là pour vous racheter, ils sont là pour prendre vos créations. Donc n'hésitez pas, continuez à créer et ne vous arrêtez pas parce qu'aujourd'hui, on parle de l'IA. Magnifique.